Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. De l'espoir dans la lutte contre le virus Ebola en RDC. 2 patients de Goma ayant bénéficié d'un traitement expérimental ont été déclarés guéris par les médecins. Nous évoquerons également dans ce journal les difficultés de l'opération Barkhane au Mali. Les soldats français et maliens font notamment face aux tempêtes de sable, aux orages et surtout à des villageois peu coopératifs. Ici aux États-Unis, Donald Trump durcit les conditions d'obtention de la carte de résidence et de la nationalité américaine. Une nouvelle loi devrait interdire ces précieux sésames aux personnes ne disposant pas de revenus ou bénéficiant d'avantages sociaux. Bonsoir. C'est une percée dans la lutte contre le virus Ebola en RDC. Les autorités sanitaires congolaises ont annoncé ce mardi la guérison de 2 malades après 11 jours de traitement à Goma. Les 2 patients, Espérance Nabintou, épouse d'un orpailleur décédé le 2 août à Goma, et son fils âgé d'1 an sont enfin rentrés chez eux. Notre correspondant, Auster Malevika, a recueilli les propos de la maman. Le récit est d'Eddie Lidico. La patiente, de retour à Goma, se dit prête à réintégrer la communauté après cette période d'isolement. Elle exhorte les habitants à aller consulter. Je me sens très bien et mon fils va bien aussi. Mon message à tout le monde est que le virus Ebola est réel. Les gens devraient consulter un médecin le plus rapidement possible en cas de malaise. Cette guérison et l'annonce d'une cure interviennent après que des scientifiques de l'Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses ont annoncé lundi que 2 traitements attestent d'un taux de survie allant jusqu'à 90% lors d'essais cliniques. Les 2 traitements expérimentaux ont été mis au point avec des anticorps prélevés sur des survivants du virus Ebola. Les autorités ont annoncé qu'elles proposeraient désormais les traitements à tous les patients en RDC. La riposte à la MVE à Goma continue. Nous exerçons tous les partenaires à redoubler les efforts pour mettre fin à l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans notre province. Au moins 1800 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie dans l'est du Congo en août dernier. De 2013 à 2016, plus de 11 300 personnes ont été tuées en Afrique de l'Ouest lors de la plus grande épidémie d'Ebola au monde. Les responsables ont déclaré que les résultats positifs du traitement étaient encourageants, mais insuffisants pour enrayer l'épidémie pour de bon. Pas moins de 105 migrants supplémentaires ont été secourus lundi par le navire humanitaire Ocean Viking dans les eaux internationales au large de la Libye. Ce navire compte désormais à son bord 356 personnes et cherche toujours un port sûr de débarquement. Dans le même temps, plus de 150 migrants étaient bloqués, certains depuis plus de 10 jours, sur le navire espagnol Open Arms au large de l'île italienne de Lampedusa. L'embarcation a été repérée dans la journée à environ 40 000 nautiques des côtes libyennes grâce à la veille permanente mise en place par SOS Méditerranée et Médecins sans frontières. Les représentants des principaux mouvements de contestation au Soudan ont achevé lundi une réunion en Égypte à quelques jours de la signature officielle d'un accord ouvrant la voie à un gouvernement civil dans leur pays. C'est ce qu'annoncent les autorités égyptiennes ce mardi. Selon le ministère égyptien des Affaires étrangères, cette réunion de 2 jours a eu lieu entre l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation, et le Front révolutionnaire soudanais qui comprend 3 groupes rebelles. Les résultats des discussions qui n'ont pas été dévoilés seront présentés à Khartoum aux dirigeants de l'Alliance pour la liberté et le changement.
Nous le disions en titre, les soldats de l'opération Barkhane ont du mal à s'affirmer. Tempête de sable, orages et villageois peu coopératifs, telles sont les difficultés auxquelles sont confrontés des centaines de soldats français et leurs alliés locaux au Mali. On l'a précisément vu lors d'une opération menée dans le district de Gourma. Plus de détails dans ce récit d'Irénée Herman Umbo. Premier jour de la mission conjointe des soldats français et maliens dans le nord du Mali. Plus de 40 degrés Celsius à l'ombre, c'est sous cette forte température qu'ils sont arrivés dans ce petit village situé à 10 km au nord de Ndaki. Des présumés djihadistes y étaient réfugiés avant de prendre la fuite quelques heures à peine avant leur débarquement. On a découvert qu'il y avait des indices suspects qui nous ont fait justement engager la procédure un peu plus approfondie et de confirmer ou non s'il allait intéresser Barkhane. C'est la recherche des informations sur l'ennemi, ce qui est très difficile. Difficile d'obtenir des informations au sujet des présumés djihadistes auprès des villageois sous l'emprise de la peur. Les hommes comme les femmes vaquent à leurs activités quotidiennes. C'est un silence assourdissant qui règne. Bon, c'est la peur. Ils veulent nous dire quelque chose. Même l'autre jour, on a fait interroger une fille qui s'appelle Kadiatou de l'autre côté là. Au début, elle a essayé de nous mentir. On a vu qu'elle a peur de parler. Parce qu'elle dit, après notre départ, ces gens-là vont venir les tuer. Il y a une situation de méfiance même qui s'est installée. Les gens ne se font plus confiance. Parce que personne ne sait de quoi est capable son prochain. Malgré la prudence des villageois, ils sont soumis à un interrogatoire. Les hommes sont séparés des femmes et même des enfants pour répondre aux questions des enquêteurs. Ils ont fouillé toutes les cases du village et examiné tout engin électronique. Sur l'un des téléphones portables, des vidéos de propagande djihadiste. Celui-là, c'est à toi. C'est ton téléphone? C'est nous. Les 4500 soldats français déployés au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane sont confrontés à d'énormes problèmes logistiques. Le plus dur est de pouvoir s'appuyer sur la coopération d'une population civile éparpillée dans des espaces vastes et reculés, souvent intégrés aux islamistes ou terrifiés à l'idée de les informer. Dans l'actualité américaine, l'administration Trump annonce de nouvelles règles visant à refuser l'octroi de cartes de résident ou la nationalité aux immigrants légaux qui ne disposent pas de revenus suffisants ou qui bénéficient de prestations sociales, de bons d'alimentation, d'aide au logement ou des soins subventionnés par la couverture Medicaid. La nouvelle mesure présentée hier suscite de nombreuses réactions. Pour des groupes pro-immigration, elle va injustement affecter les migrants pauvres. Le point dans ce reportage de Patsy Witakwazura, correspondant de la VOA à la Maison-Blanche. Le récit est de Jacques Aristide. Arturo Balbino est entré illégalement aux États-Unis il y a 14 ans. Il est marié à une Américaine et ses enfants sont nés ici. Son employeur, une entreprise de construction, lui a octroyé une lettre lui garantissant son emploi. Pourtant, en mars dernier, sa demande de carte verte a été rejetée. La raison, l'utilisation par sa famille de bons d'alimentation et de Medicaid, des prestations destinées aux ménages à faible revenu. Je veux être optimiste et dire que tout va bien se passer pour que je sois de nouveau avec ma famille. C'est très difficile de penser que je ne pourrai pas retourner voir mes enfants. D'autres immigrants considérés comme un fardeau pour les contribuables risquent de se voir refuser le statut légal. Le gouvernement du président Trump défend à nouveau les idéaux d'autonomie et de responsabilité individuelle en s'assurant que les immigrants soient capables de subvenir à leurs besoins et de réussir ici en Amérique. Notre mesure empêche les étrangers susceptibles de devenir une charge publique de venir aux États-Unis ou de rester ici et obtenir une carte verte. La mesure entrera en vigueur à la mi-octobre et concernera plusieurs centaines de milliers de personnes défavorisées. Pour ses partisans, c'est vraiment une victoire pour le président, quelque chose dont il pourra se vanter à l'avenir, surtout si les démocrates continuent à dire qu'ils veulent étendre les aides sociales aux immigrés clandestins.
Les nouvelles règles n'affectent pas les programmes d'immigration à caractère humanitaire pour les réfugiés et les demandeurs d'asile. Elles prévoient également des exemptions pour les victimes de la traite humaine et de violences domestiques. Elles ne touchent pas non plus l'immigration familiale, car les citoyens qui parrainent des membres de leur famille pour une carte verte doivent déjà prouver qu'ils peuvent subvenir aux charges financières. Cap sur la côte ouest des États-Unis, dans le comté de Los Angeles, en Californie, plus de 15 000 personnes habiteraient dans leur voiture. Au-delà du fait que vivre dans une voiture est très inconfortable, c'est surtout l'aspect sécuritaire qui préoccupe les autorités. Pour rendre la vie de ces sans-abri un peu plus facile, une ONG appelée Safe Parking LA, fondée en 2016, a eu l'idée de créer des espaces de stationnement sécurisés. Angelina Badassarian s'est rendue sur place. Dili Diko raconte. Zachary Woodworth vit dans sa voiture depuis 6 mois. Rouler en boule à l'arrière de ma voiture, je peine tous les soirs à trouver une position confortable pour dormir. Cette option est nettement meilleure que d'être allongé à même le sol sur un trottoir de Los Angeles ou simplement sur un carton. Zachary reçoit une allocation d'invalidité et lorsqu'il le peut, il travaille comme livreur. Mais cette activité n'est pas suffisante pour payer un loyer dans une ville aussi chère que Los Angeles. Eh bien, je suis sans abri depuis un certain temps. Avant, je devais chercher des endroits pour garer ma voiture et c'était des endroits très dangereux. J'étais toujours inquiet d'être confronté à la police ou un voleur. Des situations comme celle de Zachary ont poussé l'activiste social Mel Tile-Keratney à fonder un organisme appelé Safe Parking LA. Nous leur fournissons ces places de parking où ils peuvent venir se garer de 19h à 7h du matin. Nous avons un agent de sécurité sur place pour nous assurer que les bénéficiaires sont bien protégés et nous avons également des toilettes mobiles. Les bénéficiaires des places de stationnement sécurisées expliquent que sans leur voiture, ils auraient probablement fini par dormir sous une des nombreuses tentes de fortune qui pullulent dans la ville. La population des sans-abri a augmenté de 12%. Nous avons environ 60 000 sans-abri à Los Angeles. Il y a des femmes, des enfants, des anciens combattants, des personnes âgées, des personnes avec des problèmes de santé mentale. Et les chiffres ne cessent d'augmenter selon les organisateurs de refuges pour sans-abri. Dans ce centre, il y a toutes sortes de personnes, dont des étrangers. Paul est de Londres. J'ai eu un terrible accident et ils ne voulaient pas s'occuper de moi. Ils se sont donc débarrassés de moi. C'est un environnement dangereux, très dangereux. Il y a une multitude de raisons pour lesquelles les gens deviennent sans abri. Mais ici, pour beaucoup d'entre eux, l'histoire est la même. À mesure que des quartiers abordables comme Inglewood deviennent plus riches, les loyers augmentent et les résidents à faible revenu n'ont plus où aller. Les autorités de la ville espèrent que des programmes tels que Safe Parking LA aideront ceux qui se trouvent temporairement dans une situation difficile. Les espaces de stationnement sécurisés ne sont pas une solution permanente, mais plutôt un moyen d'aider les gens à se sentir en sécurité dans leur voiture pendant une nuit, le temps de pouvoir se relever financièrement. Et le fait de se sentir en sécurité peut avoir des vertus thérapeutiques sur les sans-abri qui tentent de s'en sortir. L'instauration des droits de douane supplémentaires de 10% sur les produits électroniques chinois qui était prévue pour début septembre a été reportée au 15 décembre. C'est ce qu'annonce le gouvernement américain ce mardi. Dans un communiqué, Washington a précisé que cette surtaxe de 10% sur les téléphones cellulaires, les ordinateurs portables et des consoles de jeux fabriquées en Chine entrera en vigueur à la mi-décembre au lieu du 1er septembre. Cette annonce intervient alors qu'une session de discussion commerciale entre les deux pays est prévue début septembre. Et quelques minutes après cette annonce, le président Donald Trump a affirmé dans un tweet ce mardi que les Chinois n'avaient toujours pas acheté les produits agricoles américains, ce que, selon lui, son homologue Xi Jinping lui avait promis. Vous regardez Le Monde d'aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde d'aujourd'hui sur VO Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Suite de notre série sur le 400e anniversaire de l'arrivée des premiers Africains réduits en esclavage aux États-Unis. De l'Angola à la Virginie, VOA retrace leur trajet dans ce journal. La mode africaine s'expose à Londres avec la 9e édition de la Semaine africaine de la mode. Les Sud-Africains dominent le podium. En sport, le Kenya se sépare de son sélectionneur. La Fédération de football et Sébastien Migné viennent de conclure un accord de séparation à l'amiable. Il y a 400 ans, les premiers Africains réduits en esclavage étaient débarqués aux États-Unis. Venant de la colonie portugaise de l'Angola, ils sont arrivés sur les côtes de la Virginie en 1619 à bord d'un navire des pirates anglais qui les avait saisis sur un navire négrier portugais. Environ 6 millions d'Africains réduits en esclavage proviennent de l'Angola et la plupart d'entre eux ont été envoyés dans les colonies portugaises. Certains se sont retrouvés en Amérique du Nord. Maïra de la Salette et Betty Ayoub de VOA sont partis sur les traces de cette traite d'esclaves. Récit Blanche Sano. À partir de la fin des années 1400, des négriers de l'actuel Angola ont pris part pendant des siècles au trafic transatlantique d'êtres humains. Selon les historiens, les Portugais ont emporté une grande partie des archives à leur départ de l'Angola après l'indépendance de ce pays en 1975. Januaro Silva travaille aux archives nationales de Luanda. Vous avez le nom de l'esclave, le sexe, le lieu de naissance ou l'origine, l'âge, les marques d'identification, la profession. Et à la fin se trouvent des notes où nous pouvons voir la date de capture ou d'autres informations pertinentes. Ces grands livres contiennent également des lettres et autres correspondances. Celui-ci nous parle d'une situation impliquant des esclaves qui se sont enfouis avec l'aide ou la participation de certaines autorités traditionnelles. Alors que certains chefs de tribus tiraient profit de l'approvisionnement des esclavagistes européens en captifs, d'autres dirigeants tentaient de protéger leur peuple. Parmi eux, Zinga Bandé, reine des royaumes de Dongo et de Matamba au XVIIe siècle. Guerrière et diplomate, celle-ci a repoussé les Portugais et les Néerlandais tout au long de son règne. Elle était la plus grande protectrice de la souveraineté angolaise, et ce, durant 40 ans de combat, pour une femme du XVIIe siècle, et elle n'a pas été tuée. Elle se cachait dans ces îles flottantes de la rivière Kwanza, afin qu'ils ne puissent jamais la repérer. Elle a toujours résisté et toujours gagné. Mais finalement, les marchands d'esclaves portugais ont triomphé. Ils avaient pris le contrôle de certaines parties de la région depuis 1482. En 1617, ils fondèrent la ville portuaire de Benguela. Selon Paula Roussa, historienne et archéologue, cet édifice, aujourd'hui le Musée national d'archéologie de l'Angola, était jadis un lieu d'embarquement de milliers de captifs. Un passé douloureux, comme beaucoup d'autres habitants de Benguela, Roussa est une descendante d'esclaves. Ma mère est morte. J'ai été élevée dans un orphelinat. Mais mes arrière-tantes m'ont dit « Regarde, ton arrière-grand-mère a été envoyée à Recife, au Brésil. » Sur près de 11 millions d'esclaves expédiés d'Afrique vers les Amériques, près de 6 millions provenaient de l'actuel Angola. Avant 1776, moins de 400 000 personnes avaient été envoyées dans les 13 colonies américaines. Selon les historiens, une infime fraction de celles-ci provenait de Benguela. Nous avions beaucoup de touristes américains sur les bateaux de croisière qui accostaient ici et ils voulaient se rendre à cet endroit spécifique parce qu'ils disaient que leurs ancêtres étaient partis d'ici. Des siècles de colonisation et d'esclavage ont marqué l'Angola, tout comme les dernières décennies de guerre civile. Aujourd'hui, le pays possède la troisième plus grande économie d'Afrique subsaharienne. Mais au moins un tiers de ses 30 millions d'habitants vivent dans la pauvreté. Et pour Hearst, les vendeuses angolaises appelées Zungueira représentent la reine Zinga d'Angola. Elle est une résistante.
Vous voyez la Zungueira en action tous les jours. Elle quitte la maison, achète des produits agricoles et les vend dans la rue. Elle rentre chez elle et paie les frais de scolarité de ses enfants, le loyer, la nourriture. À l'instar de la reine Zinga, les Zungueira maintiennent le flambeau de femmes battantes pour la prospérité de l'Angola. Merci Blanche. La suite demain. Et nous voici en sport. Yacouba Ouedraogo est en poste. Et on commence, Yacouba, par Sébastien Migné qui quitte la sélection du Kenya. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous. Effectivement, le Kenya s'est séparé de Sébastien Migné. La fédération et le sélectionneur des Harambee Stars ont trouvé un accord pour mettre fin au contrat qui les lie d'un commun accord. Sébastien Migné quitte ainsi ses fonctions après l'élimination précoce du championnat d'Afrique des Nations. Chan, je m'en vais fier du travail accompli et heureux d'avoir modestement participé à jeter les bases futures de cette équipe, a écrit le technicien français sur les réseaux sociaux. Il avait pris la tête de la sélection kenyane en mai 2018 et était parvenu à la qualifier pour sa première CAN en 15 ans. Sur le marché des transferts, Henry Onyekuru a signé à Monaco. Le club du Rocher a officialisé le transfert pour les 5 prochaines saisons de l'attaquant nigérian d'Everton qui avait été prêté au club turc de Galatasaray la saison dernière. Henry Onyekuru, 22 ans, est un attaquant de couloir pouvant jouer sur les deux ailes. La saison dernière, il a participé au sacre de Galatasaray en Turquie en inscrivant 14 buts en 35 rencontres de championnat. La saison précédente, il avait déjà été prêté par Everton à Anderlecht en Belgique, pays dans lequel il s'était révélé en 2016-2017 avec Le Pen en terminant co-meilleur buteur du championnat avec 22 buts. Et puis, nous finissons en athlétisme. 3 frères athlètes norvégiens veulent aider Eliud Kipchoge, champion olympique 2016 et recordman du monde du marathon, à passer sous la barre des 2 heures. Henrik, Philippe et Jacob Ingebrigtsen seront présents le 12 octobre à Vienne pour aider le Kenya Eliud Kipchoge dans sa tentative de courir un marathon en moins de 2 heures. Kipchoge se lance pour la 2e fois dans ce défi privé. Il avait couru les 42 km en 2h25 sur l'autodrome de Monza en Italie en mai 2017, aidé par un ravitaillement sur mesure, une voiture et plusieurs coureurs. Cette performance n'a bien évidemment pas été homologuée par la Fédération internationale d'athlétisme compte tenu de ces conditions. On s'arrête ici pour les sports et on se retrouve demain. Il aimait le sport, il aimait la moto. La nouvelle de la mort du célèbre artiste ivoirien DJ Arafat, de son vrai nom, Ange Didier, continue de faire des vagues. Ses nombreux fans à travers le continent et même au-delà n'en reviennent pas. Né en 1986, l'un des grands promoteurs du coupé décalé a été arraché brutalement à l'affection des siens le dimanche 11 août 2012. Avec ce décès, le coupé décalé perd une grosse pointure, écrivait le site abidjan.net ce mardi. Sur les réseaux sociaux aussi, les réactions pleuvent. Que ton âme repose en paix, tu resteras à jamais gravé dans nos mémoires. Je suis l'une de tes grandes fans depuis le Cameroun, écrit Mohamed Maloumbe sur son compte Facebook, toujours sur Facebook. Et un peu comme pour confirmer que DJ Arafat n'est vraiment plus de ce monde, Obodje Catherine écrit « Repose en paix, digne fils de la Côte d'Ivoire ». Mais pour beaucoup, DJ Arafat n'est pas mort. Je vous propose de suivre ces quelques extraits. C'est mal de... Je ne crois pas même. Je ne crois même pas. Je ne peux pas croire ça même. C'est impossible. Je ne peux pas mourir. Non. Je ne peux pas. Je ne crois pas. Franchement, je n'arrive même pas à y croire. Et Allah, il n'est pas mort, allez. Il n'est pas mort. Arafat que moi je connais là, il va mourir. Non, il n'est pas mort. Et pourtant, il est mort. Parlons à présent de la Semaine africaine de la mode de Londres, qui s'est tenue du 9 au 10 août dernier pour la 9e année consécutive. L'événement a réuni plus de 900 designers et exposants d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Une plateforme qui veut promouvoir les talents des créateurs africains à travers le monde. Les détails avec Thierry Kaoré. Lunga Ntule était gardien de voiture en Afrique du Sud avant de changer complètement de cap. Aujourd'hui, c'est le génie derrière les très populaires montres Ellen Watch.
C'est avec ces belles créations qu'il a ouvert le bal de cette Fashion Week londonienne. Nous voulons dominer l'Afrique. C'est notre message. À travers Ellen Watches, nous venons de la petite région appelée Etimeni, mais nous construisons une grande marque qui va dominer en Afrique et dans le monde entier. Nous avons ce qu'il faut pour faire face à la concurrence mondiale. S'il n'existait pas ce type de plateforme, je pense que cela rendrait beaucoup plus difficile l'entrée sur le marché. Africa Fashion Week London, qui existe depuis 9 ans, a été créée par l'entrepreneuse nigériane Princess Ronke qui souhaite offrir aux créateurs de petites et moyennes entreprises une plateforme internationale. Ce serait bien s'il y avait une collaboration panafricaine réunissant différents pays africains, même l'Occident. Vous savez, certains des designers occidentaux collaborent avec certains des designers africains. Cette édition a réuni plus de 80 000 visiteurs et acheteurs professionnels. Elle met en vedette des créateurs de tout le continent, même si la mode sud-africaine a occupé le devant de la scène. Tout le monde pose des questions sur les chaussures et je suis le seul à en avoir, je pense, dans tout Londres. Ces chaussures sont de très bonne qualité. Ce sont des chaussures sud-africaines 100% faites à la main. Pour les prochaines éditions, la fondatrice de Africa Fashion Week prévoit une semaine africaine de la mode à Dubaï en octobre et d'autres représentations dans la ville américaine d'Atlanta et à Kingston, la capitale de la Jamaïque. Elle envisage même d'ouvrir un musée de la mode africaine ici à Londres l'année prochaine. À présent, plongeons dans l'univers aquatique avec les poissons de l'aquarium de Paris, engagés dans une double mission, à savoir divertir les visiteurs, mais également faire pousser des légumes. L'aquarium, à 2 pas de la Tour Eiffel, abrite un nouvel éco-jardin qui utilise des déjections de poissons pour nourrir les plantes. Le jardin, planté dans un aquarium de 20 mètres il y a moins d'1 an, a déjà commencé à germer des tomates vertes, des poivrons et d'autres produits frais tels que les aubergines et les fraises. La culture hydroponique, c'est bien d'elle qu'il est question ici, nécessite peu, voire pas d'entretien, si ce n'est que maintenir l'homogénéité de l'eau et nourrir les poissons. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous retrouverai avec plaisir demain, même lieu, même heure. Demain est un autre jour. Bonsoir.